ravi en tout cas de pouvoir vous présenter ce sujet aujourd'hui. Et je laisse la parole à Enrica. Bonjour à tous, merci pour l'attente et désolé pour les aléas du direct. Donc, Enrica Bruna, je m'occupe de politique en matière de finances durables chez les PRI, donc le Principle for Responsible Investment, qui est une association sous tutelle des Nations Unies qui s'occupe justement de finances durables. Oui, bien sûr. Voilà, je parlerai après dans le micro. Merci à tous. À ton tour, Stan. Et Stanislas, donc dans la promo d'André, je travaille à l'ADEME aujourd'hui sur des sujets de finances durables et j'ai fait un passage à la CPR et à l'AMF avant. Alors au programme, on va être fidèle à ce qu'on vous a proposé, ce que vous avez vu sur le site de la journée 100%. On va vous vulgariser pour certains le sujet du 29 LEG, pour d'autres vous êtes peut-être déjà avertis sur ces éléments-là. Et zoomer sur ce qu'a fait Enrica à l'ADEME et ce que fait aujourd'hui Stan sur ce sujet. Je vais de mon côté vous vulgariser après les LLM et vous montrer ce qu'on a pu faire comme plateforme pour ce sujet-là. Et puis on va rentrer dans le vif du sujet pour identifier qualitativement d'abord les cas d'usage et vous montrer ce qui a marché, ce qui n'a pas marché sur cette fameuse application des large language models au 29 LEC. Parfait, donc je ne l'ai pas précisé avant, mais jusqu'à il y a 3 semaines, je travaillais au ministère de l'Environnement et j'étais en charge justement du dispositif réglementaire du décret 29 de la loi énergie-climat. Dont on va s'occuper aujourd'hui. Donc on va faire une petite introduction sur le contexte réglementaire. En fait, ce décret, c'est un décret en matière de transparence sur les critères ESG et en général les stratégies climat et biodiversité à destination des acteurs financiers. C'est un décret, c'est un dispositif national, mais il ne vient pas de nulle part. Il s'inscrit dans un contexte plus large qui est justement le contexte européen. Je suis désolée, j'ai pas l'habitude des microphones. Vous me dites si vous m'entendez pas. Mais pour le coup, principalement, ça s'inscrit dans le plan d'action pour la finance durable de la Commission européenne qui a été lancé en 2018. Je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent bien, moins bien ou pas trop. Mais en tout cas, il s'agit de tout un tas de réglementations et directives qui essayent justement d'amener les entreprises et les investisseurs vers l'intégration des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans les investissements et justement vers la prise en compte plus importante des stratégies climatiques au sein de leur stratégie. Au sein de ce plan d'action, il y a un règlement européen, le SFDR, qui est un peu, on va dire, le frère jumeau, entre guillemets, du décret 29 LEC. Donc, c'est une obligation en matière de transparence pour les acteurs financiers. Pour passer justement de ce qui a été fait au niveau national, donc on change de slide, ce décret-là, donc, se fonde, pour la faire brève, sur 2 autres obligations réglementaires préexistantes. La première, c'était l'article 173, qui était une loi qui existait déjà en France et qui demandait justement aux acteurs financiers de donner des informations sur les critères ESG, et donc ce règlement européen SFDR. Si vous voulez, l'article 29 LEC se veut comme un prolongement national des SFDR parce que reprend quelques éléments justement de ce règlement européen et y ajoute des obligations plus importantes, notamment en matière de disclosure de la stratégie climat, de la stratégie biodiversité des acteurs financiers, et en plus ajoute des obligations en matière de gestion des risques. Donc, pour faire un bref résumé justement de ce que ça implique, il y a plein d'acteurs qui sont concernés par le 29 LEC, vous voyez à l'écran, donc les sociétés de gestion de portefeuille, les établissements de crédit et tout type d'assureur vie et assimilé, vous avez une très longue liste. Voilà. Et en plus, la Caisse des dépôts et des consignations. Et qu'est-ce que cela demande en termes de contenu ? Alors, il y a une partie des thématiques qui s'appliquent uniquement aux entités qui ont plus de 500 millions d'encours ou de bilan, et une certaine partie qui s'applique aussi aux fonds qui ont plus de 500 millions d'encours. Pour le coup, la partie qui est commune à tout le monde, c'est la démarche générale de l'entité, là où on dit, par exemple, je suis un acteur financier qui a une politique ESG, qui intègre d'une certaine manière les critères ESG au sein de son investissement, qui a une politique d'exclusion, une politique d'engagement actionnarial, etc., etc. Après, on a la partie moyens internes alloués à la stratégie, gouvernance, donc pilotage de la stratégie ESG,
comme je vous le disais avant, stratégie d'engagement, la politique de vote et tout ce qui est compte rendu, et alignement taxonomique, qui donc se relie à des obligations européennes, et la part des énergies fossiles qui se relie également des obligations européennes qui sont contenues en SFDR. La partie la plus importante et qui change de ce qu'on demande au niveau européen, c'est justement on demande aux acteurs financiers leur alignement aux accords de Paris, leur stratégie biodiversité, la gestion des risques et des sujets plus spécifiques liés à la gestion des risques, et une nouveauté qui a été introduite par le décret 29 Lex, c'est-à-dire cette idée de on passe du comply or explain au comply or improve, c'est-à-dire là où on n'est pas en mesure d'être compliant avec ce qui est demandé par la loi, on met en place un plan d'amélioration où on explique comment on va être compliant à terme. Voilà. Je laisse donc la parole à Stanislas pour la partie plutôt spécifique sur le climat. Donc, qu'est-ce qu'on demande en matière de stratégie climatique au sein du décret ? Yes. Donc du coup, ce décret, voilà, il fait une couche générale, comme l'a expliqué Enrica, puis il va faire des focus. On va vous présenter chacun de ces focus. Je vais vous présenter celui sur le climat. Donc l'idée générale, ça reste un cadre de disclosure, donc on vous demande de raconter ce que vous faites, pas forcément de vous obliger, avec la subtilité quand même qu'on va vous pousser à vous améliorer. Et là, dans ce cadre de stratégie climat, on a un exemple en fait de ce que j'appelle un exercice un peu semi-dirigé de disclosure. Je te coupe juste 2 secondes, Stanislas. Est-ce que tu Ouais. peux aller juste un peu plus doucement, parce que avec la logistique qu'on a, ça peut être un peu saccadé, merci. Parfait. Donc vous avez un cadre de semi-disclosure, de disclosure semi-dirigé où en fait on ne va pas vous obliger directement à faire les choses, mais on va vous orienter fortement vers certains aspects. Donc le premier aspect, c'est le fait qu'on vous demande de poser un objectif quantitatif à 2030 de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. On va vous orienter sur le principe de cet objectif, la temporalité, donc en 2030, pas avant, pas après. Et on va également vous orienter sur les métriques et les unités qu'il faut utiliser pour ça. Donc soit des émissions absolues de tonnes de CO2, soit exprimées en intensité. Alors en général, ça se fait par des intensités monétaires rapportées aux millions d'euros investis, ou des moyennes pondérées en millions d'euros de chiffre d'affaires, ou encore, quand on fait des zooms par secteur, par exemple des millions d'euros des tonnes de CO2 par tonne de ciment produit ou par kilowattheure d'énergie produite. Et on va également vous suggérer de creuser l'idée de la méthodologie par alignement de température, où on essaye donc d'évaluer à quel point une entreprise est alignée avec un monde 1,5 degré. Donc on vous propose ces pistes-là. On vous dit que ça serait bien que vous alliez là-dedans. Vous n'êtes pas en soi obligé de le faire, mais dans ce cas-là, si vous ne le faites pas, il va falloir expliquer pourquoi vous ne le faites pas. On vous laisse aussi la possibilité, bien sûr, d'avoir vos propres méthodologies. Dans ce cas-là, vous expliquez tout ce que vous avez envie de faire. Et donc tout l'intérêt de ce dispositif, c'est d'une part de diriger quand même les acteurs vers des pistes qu'on pense les plus pertinentes, et d'autre part de quand même laisser la flexibilité d'ouvrir d'autres pistes qui n'existent pas encore ou qui n'ont pas encore émergé, pour faire émerger les meilleures pratiques et ainsi au fur et à mesure mettre à jour le décret pour dire finalement ça marchait pas trop, ça marche plutôt bien et c'était pas encore dedans, on va le mettre dedans, etc. Au-delà donc de ce cadre-là, on va vous demander pas seulement quels sont vos objectifs, mais également l'impact de ces objectifs sur votre stratégie d'investissement. Concrètement, d'accord, j'ai un super objectif de moins 30% à horizon 2030 de réduction de CO2. Qu'est-ce que je vais faire pour ça? Est-ce que je vais exclure des acteurs? Est-ce que je vais repondérer du portefeuille? Est-ce que je vais aller parier sur des acteurs dont je pense qu'ils vont effectivement atteindre ce niveau d'émission? Voilà, donc il faut expliquer un peu tout ça avec du suivi d'action, la fréquence de revue de ces éléments-là, et puis comme le disait Enrica, comme pour chacun des éléments, les plans d'amélioration. Je te laisse la main, Enrica, pour la biodiv. Ouais, on va passer avant donc sur la gestion des risques et j'essayerai d'aller assez rapidement parce que le cœur du sujet c'est justement les LLM et qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces informations-là. Peut-être ce qui est important de retenir et sur la gestion des risques et sur la biodiversité, là aussi. Alors sur la gestion des risques, on essaye quand même d'être plus précis que la réglementation européenne et on demande tout un tas d'informations comme par exemple l'identification de ces risques, l'évaluation, la priorisation, comment ça s'intègre au cadre conventionnel de gestion des risques par exemple, si ces risques sont émergents ou actuels, internes ou externes, etc. etc. Et s'il y a une estimation qualitative et quantitative, alors ça, il n'y a pas très souvent, on ne le retrouve pas pour le coup dans les rapports, des éventuels impacts financiers. Et sur la biodiversité, on va être un peu, comme disait Stan, sur la même logique, c'est-à-dire on a quelque chose de semi-dirigé dans le sens où on demande d'avoir une stratégie avec des objectifs à un horizon temporel défini. On demande d'avoir un indicateur d'empreinte ou de publier cet indicateur, mais entre-temps, on n'impose pas une méthodologie
sur l'indicateur d'empreinte, justement, et ni d'avoir des étapes intermédiaires, justement, de mesure des pressions et des impacts sur la biodiversité. Et ça, au niveau législatif, c'est très important parce que ça laisse la liberté, et en tout cas, ça laisse une certaine aussi innovation en matière d'indicateurs. Mais de l'autre côté, pour nous, derrière, il est très difficile de comparer toutes ces données parce qu'on se retrouve avec plein de données qualitatives très différentes. Donc voilà, on peut passer sur la biodiversité. Voilà. Donc, que fait-on des données? je te l'honneur. Je reprends la main, tu peux passer la slide d'après. Donc, concrètement, il y a à peu près 1000 acteurs qui sont censés être assujettis au dispositif. Donc je pense que tu peux passer rapidement sur cette slide juste pour dire que voilà, il y a des rapports narratifs qui sont remis sur un site internet qui est le CTH, qui est opéré par l'ADEME. Donc publiquement, vous pouvez aller plutôt que d'aller sur chaque site internet de chaque entité, vous allez sur le site du CTH et puis vous tapez le nom de l'entité et puis vous avez son rapport 29 LEC, ça va plus vite. Donc c'est l'intérêt principal, et puis aussi des reporting normés auprès des superviseurs. Nous, on fait des analyses une fois par an. L'ADEME fait des analyses de place en analysant tous ces rapports-là. On a un taux de remise de ces rapports d'à peu près 75%, donc c'est pas trop mal, mais on n'est pas encore à 100%. Et donc là, je vous ai mis différents liens sur ce que nous, on peut faire au niveau de l'ADEME, donc décrire statistiquement les remises et puis pousser les meilleures pratiques. Voilà, la CPR a également fait un rapport plutôt orienté donc, sur ces messages de conformité, où là, le texte est assez explicite, il manque encore pas mal d'informations. On peut faire également des rapports un peu focalisés. Et puis, il y a également, n'importe quelle ONG peut se saisir un peu du sujet pour dire ah bah tiens, moi j'ai envie de creuser ce que ça donne. Donc là, typiquement, j'ai mis un exemple de l'Observatoire de l'immobilier durable. On a zoomé un peu sur les pratiques des acteurs de l'immobilier. Et puis, l'autre type, donc ça, c'est l'approche, on va dire, de place. Et puis, par ailleurs, il y a des acteurs qui peuvent se dire moi, en fait, je suis pas trop sûr de ce que je fais. J'ai envie de savoir ce que font les autres pour m'améliorer. Je peux aller me benchmarker par rapport aux autres pour identifier les bonnes pratiques et puis pour progresser. Donc on peut imaginer plusieurs missions de conseil de cet ordre-là qui peuvent émerger. Slide suivante, sur lequel je vais passer très rapidement. J'ai mis quelques graphiques qui sont extraits donc, du rapport de l'ADEME, qui montrent qu'on fait des statistiques. Donc on a fait des beaux tableaux de c'est quoi la part d'éligibilité taxonomique, d'alignement taxonomique, des expositions fossiles. Sauf que quand on regarde dans le détail des rapports eux-mêmes, on se rend compte que les méthodologies ou la compréhension n'est pas toujours la même, et qu'en fait, juste faire de la stat pour faire de la stat, ça ne suffit pas. Donc il faut collecter l'information de manière intelligente, d'où l'intérêt d'avoir appel à des modèles. Et je te laisse la parole, André. Merci Enrica, merci Stanislas pour ce début et vous permettre de toucher au plus près le 29 LEC. Maintenant, si on va commencer step by step sur les LLM, vous allez avoir une petite entrée en matière pour vous rappeler ce que ça en est. Je vais juste resituer, vous prenez l'ensemble de l'intelligence artificielle où on demande aux machines de raisonner et donc de construire avec les machines des algorithmes plus ou moins complexes. Vous allez zoomer, vous allez avoir un autre type dans l'intelligence artificielle, c'est les intelligences artificielles génératives, avec la capacité de produire du contenu et d'innover. Et enfin, vous allez avoir les LLM, dont on va en parler, qui vont prendre en input du textuel. Vous allez leur demander des tâches précises, du multitâche possible aussi, ordonnancées ou différentes, pour avoir du résultat textuel. D'accord ? Vous allez avoir sur le marché d'autres IA génératives qui vont être multimodaux, mais qui ne seront pas des LLM, où vous allez mettre en input audio et ou vidéo et ou textuel pour avoir en sortie audio et ou vidéo et ou textuel. Les LLM, ce qui nous semble le plus opportun et important et les premières choses à considérer pour la QR, c'est effectivement le texte en entrée pour du texte en sortie. Il est capable de faire pas mal de choses, mais il peut aller aussi dans de très mauvaises directions. On va vous montrer un peu ce qu'on a pu faire et comment détecter ces mauvaises directions pour se câbler, pour les corriger. Pour aller un peu plus loin, je pense que vous avez déjà, pour la majorité d'entre vous, on n'a pas fait le sondage, on est un peu en retard, on ne va pas pouvoir le faire, mais converser avec une IA, ça peut être ChatGPT, ça peut être Mistral si vous restez français, ça peut être Coerce, ça peut être Claude, ce que vous voulez, mais vous avez déjà testé, que ce soit pour une approche professionnelle ou qu'une approche personnelle. Donc vous savez qu'il est capable de faire des tâches très simples, comme des tâches qui commencent à être compliquées, et de moins en moins aussi hallucinées. Vous avez peut-être entendu ce phénomène d'hallucination, ce qui est normal, parce qu'au début, on lui demande de créer du contenu. Et donc, par contre, nous, en tant qu'actuaires, on a besoin, en fait, au-delà de créer du contenu, c'est d'aller extraire du contenu, mais créer du contenu qui est vrai et avec une source qui est avérée.
on a fait un gap aussi énorme. La majorité maintenant des acteurs proposent des réponses maintenant où ils divulguent leurs sources suivant en fait le contexte dans lequel vous vous situez. Donc voilà un petit peu pour le panel du LLM. Et bien sûr, vous le savez, attention éthiquement ou attention à ce que vous allez interpréter et qu'il y a une propagation de désinformation et de discours malveillants qui peut rapidement en fait arriver. Et on se doit d'être alerte là-dessus dans leur utilisation. On peut aussi résumer que c'est du NLP plus du machine learning, si vous avez envie d'entrer dans la matière. En termes de business task, avant de rentrer même sur le 29 Lake, on peut se dire que d'un côté, c'est un facilitateur d'accès à la connaissance. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait. On a commencé à scraper, alors c'est pas dans le LLM, mais j'ai commencé à scraper l'ADEME en récupérant les différents documents. Puis, en tant que facilitateur d'accès à la connaissance, c'est aussi la création de supports de formation et d'évaluation des connaissances. Vous trouverez peut-être quelques indicateurs où vous vous rendrez compte que j'ai utilisé une IA pour créer tout ou partie de ces slides, et vous me direz si vous allez pouvoir le détecter. De l'autre côté, une assistance en communication, proposition de draft de rapport, création de représentation visuelle. Vous avez peut-être utilisé Copilot pour créer une image clairement, je vous incite à le faire, c'est assez sympathique pour redorer nos fameux slides à l'ancienne qu'on a encore beaucoup à faire. Le copilote technique, avant même d'aller dire à un coéquipier pour développer, le copilote technique, est-ce que vous avez fait le tour de la question? Est-ce que vous pouvez avoir une approche holistique, vous mettre dans la peau de votre manager et de dire, OK, est-ce que j'ai pu, déjà de manière qualitative, être sûr d'avoir fait tout le tour de la question et pas avoir oublié quelque chose quand je vais faire de la modélisation. Et l'extraction de features, qui va être le premier sujet qui va nous intéresser là, et pas que pour les Lake 29, il y a déjà des acteurs qui vont aller extraire des features, par exemple, dans des documents d'expertise pour revoir leur politique de souscription ou pour réajuster leur tarification. Donc voilà, et enfin le coéquipier développeur, là où je voulais documenter mon code qui m'aurait pris une journée par le passé, il y a encore 6 mois, et bien maintenant, en 1 heure, la documentation elle est faite. Mais il faut quand même la relire et aussi prendre conscience de ce qu'on a fait. Voilà. Un LLM, 3 façons de pouvoir converser avec lui. Pour ceux qui ont utilisé du chat GPT, qui ont utilisé un chat quelconque, au fait, ce que vous faites, c'est tout simplement un prompting. Vous mettez un contexte ou pas, j'espère que vous faites un contexte, vous posez la question, le LLM travaille, il va vous renvoyer une ou plusieurs réponses. Donc c'est le petit bloc qui est en haut à gauche. Vous voulez aller un peu plus loin et vous voulez construire des résultats, des outputs, uniquement sur un certain nombre de sources. Et bien là, vous pourrez l'envisager de faire un RAG. Voyez un RAG comme une nouvelle base de données. Vous allez au fait découper vos documents, soit par paragraphe, soit par page, et vous allez assigner à chacune de ces parties une nouvelle signature numérique, un matricule, comme si au fait vous étiez sur l'autoroute et que chaque voiture a sa plaque d'immatriculation. Là, au fait, vous allez dans une base de données où chaque groupe de corpus de texte, va avoir au fait sa propre entrée numérique. Et ensuite, vous allez converser avec cette base de données, où vous allez poser la question à la base de données, où votre question va être transformée dans ce même univers pour avoir la même signature, le même langage numérique, pour rapatrier 5 ou 10 réponses des paragraphes les plus proches, et ensuite mettre le tout dans le LLM et vous faire la réponse que vous attendez, et en ayant identifié les sources. Donc voilà, et au fait, dit autrement, c'est la notion d'embedding dont on parle ici. Si vous voulez aller plus loin et que finalement vous voyez que soit via le prompting ou soit via le RAG, ça ne suffit pas, qu'il faut rajouter des règles de gestion ou qu'il faut rajouter un graphe de connaissances comme certains ont pu vous le présenter aujourd'hui, eh bien, vous pourrez aussi aller sur du fine-tuning, où là, il va falloir mettre en entrée des LLM, au-delà des informations pré-entraînées qu'il a pu recevoir, les prompts et les réponses attendues, et peut-être aussi du feedback par les humains, ou un aspect itératif qui se présente pendant la production de ce nouveau modèle, et tout simplement le pénaliser. Si la majorité d'entre vous vous rappelez d'un reach ou d'un lasso sur un GLM, vous le pénalisez, et bien là c'est pareil, vous allez pénaliser les différentes couches de votre réseau de neurones ou des réseaux de neurones qui s'y cachent, pour tout simplement réajuster et de dire, ben là je vais être plutôt dans tel contexte, ou je vais faire plutôt telle tâche, donc priorise ça, et va me faire un modèle spécifique pour telle ou telle tâche. La plateforme, je vais faire très rapidement, parce qu'il ne nous reste que 15 minutes, moins de 15 minutes. En 4 étapes. J'ai volontairement aujourd'hui plutôt fait du qualitatif que plutôt vous dire
ce qui se cache derrière et vous montrer des formules ou des algorithmes. D'accord ? D'un côté, j'ai commencé à le dire, du scrapping et puis du data engineering. Donc on va nettoyer quand même les documents et on va surtout aller détecter les tableaux. Et il y a de très bonnes choses aussi qui ont évolué sur la sérisation des documents pour aller récupérer les informations dans les tableaux. Aujourd'hui, on y arrive à 95%. Stan nous fera un petit clin d'œil après là-dessus. On verra pourquoi. Puis l'extraction de données. C'est la tâche la plus simple qu'aujourd'hui on arrive à faire, qui demande encore aussi de s'améliorer, mais qui, a encore un an, c'était compliqué. Et sans hallucination. D'accord ? La seule hallucination qu'il peut avoir, ce n'est pas dans la récupération de la donnée, mais c'est dans l'interprétation de sa donnée. Mais aujourd'hui, on est capable, vous demandez à Mistral, vous demandez à ChatGPT, ou vous demandez à Notebook LM, je reviendrai là-dessus, où vous mettez votre document, et il va vous dire très rapidement, un CTRL F très rapide, et après, vous allez pouvoir construire un discours, voir les choses autrement, à partir de ces sources que vous avez détectées. Donc voyez-le comme un réel accélérateur. De l'autre côté, des management rules et des agrégations de résultats. Une fois que vous avez parcouru tous les documents, que vous voulez comparer les acteurs, ou que vous voulez comparer l'évolution 2022 ou 2023, et bien là, il va falloir, au fait, argumenter et mettre dans le contexte et de poser la question de dire, eh bien là, tu vas devoir faire telle ou telle tâche. D'accord ? Et enfin, parce qu'il fallait que je persuade nos analystes ESG d'aller dans la bonne direction et de leur convaincre l'intérêt d'aller là-dessus, ce n'était pas gagné, croyez-moi. Et j'espère qu'on leur demandera à la fin s'ils étaient convaincus ou pas de cette approche. Mais une interface web. Après avoir fait l'exercice une ou deux fois il y a moins d'un an, et bien au fait, on ne vous présentera pas l'interface web, mais en une journée, c'était plié. Où ils ont reçu les données, ils pouvaient les regarder, et en 5 minutes, ils pouvaient me dire « Non, mais là, c'est n'importe quoi, André, il faut que tu corriges. » Et de l'autre côté, « Ah, ça, j'avais pas, c'est sympa. » Donc voilà pour l'ensemble. Désolé, je manque de temps. Alors sachez que je le dis maintenant, si vous voulez avoir accès aux documents et converser avec ce document-là via une IA, vous me contactez sur LinkedIn et vous pourrez converser. On pourra converser ensemble pour voir si vous n'y arrivez pas. La stack, c'est tout simplement l'ensemble des éléments dont vous avez accès, qui sont open, pas tous gratuits, mais que vous pouvez utiliser pour construire les 4 blocs que je vous ai présentés. J'ai travaillé sur Jupyter Lab, j'ai utilisé Selenium pour scraper les données, j'ai utilisé Pandas, Chroma et Pickle pour stocker, préparer mes données. De l'autre côté, j'ai besoin d'aller commencer à apprivoiser les LLM, donc je vais parler leur langage, donc je vais utiliser LangChain et NLTK pour préparer la donnée correctement. Le petit py que vous voyez au-dessus, le PyPDF, c'est tout simplement pour s'assurer d'aller récupérer les tableaux correctement. Et ensuite, vous avez toute la panoplie, et j'ai opté pour une approche avant tout open et ensuite français. En allant sur Hugging Face, vous pouvez aller voir en temps réel le leaderboard des modèles qui performent aujourd'hui, mais gardez en tête pour quel usage. Est-ce que c'est du développement? Est-ce que c'est pour aller récupérer de l'information? Est-ce que c'est une tâche simple ou est-ce que c'est des tâches complexes? En tout cas, je vous invite à aller regarder Hugging Face. Et la plateforme que je vous ai présentée, que ce soit de l'hébergement à la conception et au service, parce que je fais un aller-retour pour aller récupérer mes informations, j'ai opté pour Mistral et rester français. Donc aujourd'hui, on est capable de aussi produire des choses en restant français. Et RGPD pour la même si aujourd'hui on n'a pas de sujet dans ce qu'on a évoqué, parce que c'est en libre service, les rapports, on n'a pas besoin d'aller atteindre et de cocher le RGPD, mais sachez que les choses sont possibles en silo et donner un accès sécurisé après aux analystes ESG pour regarder les travaux. Et derrière Streamlit pour voir la petite interface que vous voyez en bas à droite, où au fait vous avez par question tout le condensé d'informations qui a été récupéré sur la trentaine d'acteurs sur lesquels on a zoomé. Juste pour aller très rapidement sur les missions d'analyste ESG, alors pourquoi c'est intéressant d'avoir accès au type de solution justement qu'André développe, c'est que c'est un travail vraiment de recherche et analyse où on a accès à énormément de données. Souvent, c'est des rapports narratifs pour la plupart. Donc, il est très difficile de trouver la donnée. Comme il n'y a pas forcément de demande standardisée aujourd'hui au niveau de la réglementation, ça va arriver et c'est ce qu'on espère. Hein. Mais aujourd'hui, on a beaucoup de données différentes à comparer. Donc, tout l'intérêt d'un analyste ESG, ce serait d'avoir justement un coéquipier qui puisse l'aider justement à comparer ces informations, à faire des benchmarks et à obtenir l'information beaucoup plus facilement. Ça, du côté de la recherche-analyse, mais il y a aussi une partie veille réglementaire pour avoir un peu, disons, pouvoir anticiper toutes les évolutions réglementaires et avoir un peu l'information de manière continue, et aussi de collaboration et communication également avec les équipes d'investissement et les gestionnaires de portefeuille. Voilà.
Bon, là, c'est justement ce que je vous disais sur la partie recherche-analyse. On a toutes les opportunités d'automatisation et d'extraction de l'analyse de données qui seraient super intéressantes pour un analyste ESG qui aujourd'hui, encore aujourd'hui, beaucoup d'analystes ESG vont regarder tous les rapports des entreprises et remplir des cases. Donc, c'est quand même super intéressant. Sur l'engagement, c'est d'autant plus intéressant parce qu'il pourrait y avoir quand même une analyse, par exemple, des discours, des votes, des résolutions au niveau quantitatif et qualitatif qui pourrait aider justement l'analyste ESG à se positionner sur telle ou telle entreprise. Et justement aussi sur la collaboration et la communication, on pourrait avoir de la génération de rapports d'analyse peut-être plus simple aussi, plus digeste à transmettre aussi aux autres équipes. Et donc, ça pourrait aider justement les analystes ESG dans ce sens-là. Alors, on a recensé 5 cas d'usage quand on s'est mis autour de la table avant d'appuyer sur le bouton. Je l'ai dit, l'extraction de données, tout bête et méchant, sans halluciner. Derrière, la vérification du template réglementaire, qui soit bien respecté. Ensuite, d'extraire les données, d'aller plus loin et d'analyser l'évolution des rapports entre 2 années. Faire notre fameux benchmark des institutions. On va vous montrer un début de ce benchmark. Et aussi les benchmarks et l'évolution des pratiques de marché. Et de permettre à l'ADEME de se dire, OK, nos acteurs, ils ont mieux fait, mais la CPR aussi, qui a produit leur rapport en janvier pour dire où est-ce que en sont les institutions financières et assurantielles surtout sur ce périmètre-là, pour mettre le pied à l'étrier les acteurs, pour dire au 30 juin, on vous attend dans telle direction, quoi. Sur les résultats d'analyse, le périmètre d'étude, à toi Stan. Yes, on va aller assez vite sur celle-là. Donc, comme ça prend encore pas mal de temps, on ne peut pas screener encore 800 rapports d'un coup. Donc, on a fait un test sur une trentaine d'entités, sélectionnées essentiellement pour de la taille ou des petites entités qui appartenaient à un groupe plus gros. Là, l'intérêt, donc voilà, c'est ce qui est indiqué, c'est que le tableau a été généré déjà avec l'intelligence artificielle, ce qui vous permet de planter le décor pour voir qu'est-ce que vous avez chopé dans votre échantillon. Je te laisse passer à la slide suivante. Alors, juste pour appuyer ce que tu dis aussi, Stanislas, le fait de ne pas prendre 800, c'est que ne vous attendez pas à avoir du quantitatif aujourd'hui, parce que le quantitatif, l'ADEME l'a autrement. Ils l'ont déjà récupéré de manière normalisée. Nous, notre intérêt, ce qu'on veut récupérer, c'est le qualitatif. C'est ce qui existe dans les rapports qu'aujourd'hui, on ne peut pas récupérer et ce n'est pas normalisé. Donc, les différentes questions qu'on a posées à l'IA, avec je ne vais pas toutes les passer en revue, mais en gros, on a posé des questions quand même. On a quand même posé des questions quantitatives pour vérifier justement est-ce que ça marche bien ou pas. Et donc, on a un exemple après assez intéressant sur le sujet. Et après, on a des questions beaucoup plus larges, beaucoup plus exploratoires, comme la première, en fait, comment est-ce que l'institution fait pour atteindre la neutralité carbone? Donc, vraiment, quelle est sa stratégie? Donc, on est vraiment sur une question purement exploratoire. On va avoir aussi des questions sur quels sont les axes de politique d'engagement. C'est un sujet souvent très flou, la politique d'engagement. Qu'est-ce qui est fait concrètement? On pose la question un petit peu comme ça en canne à pêche à l'IA. Et des questions peut-être un peu plus précises en disant, voilà, dans les politiques d'engagement, il y a un processus qui est assez intéressant et assez rare, c'est la notion de processus d'escalade. Donc de quelqu'un qui met en place un système en disant, si tu fais pas ça d'ici 2 ans, je te dégage de mon portefeuille. Et on a posé la question pour savoir combien de fois finalement on le retrouvait dans les rapports. Donc ça me permet ainsi d'aller screener assez rapidement son univers pour dire est-ce qu'une pratique donnée est présente ou au contraire j'ai aucune idée initiale, vas-y, sois créatif justement et dis-moi ce que tu trouves. Je te laisse passer à la suite. Là donc on a fait un test sur la taxonomie qu'on va vous présenter après, donc on a fait un petit zoom sur ce que c'est que la taxonomie européenne. Vu le temps qui reste, je vais aller très vite, c'est juste en fait un référentiel qui va screener les activités économiques des entreprises pour dire là la manière dont tu fais le ciment elle est verte, là elle n'est pas verte, la manière dont tu fais l'électricité elle est verte, elle n'est pas verte. Grâce à ça, les entreprises peuvent produire un taux d'alignement taxonomique. Voilà, je m'appelle EDF, je suis à 60% vert, je m'appelle Renault, je suis à 10% vert. Et vous, quand vous avez un portefeuille financier, vous agrégez la verdure en gros de toutes ces entreprises, ça vous donne un taux d'alignement taxonomique au niveau de votre portefeuille à vous. Et donc l'intérêt, c'était de dire à quel point vous êtes vert, avec pas mal de subtilité et de complexité dans cet indicateur, on va le voir après. Je te laisse passer à la slide. Et ce qu'on a pu voir aussi, c'est que si on va un peu plus loin, on a parlé d'alignement avant et on peut parler aussi, on va parler d'alignement après, on va parler d'éligibilité dans un premier temps. Au fait, lorsque on regarde le verbatim, on regarde au fait ce que propose le narratif que proposent les différents rapports. Donc là, c'est ce qu'on a extrait de manière automatique via la plateforme, ce que nous renvoie chacune des sociétés. On voit au fait que ce n'est pas du tout normé. Il y a une société qui va nous parler en chiffre d'affaires ou en dépenses d'investissement. C'est le minimum qui est demandé de mémoire, parce que j'ai appris aussi des choses sur ce sujet en passant.
Mais de l'autre côté, au fait, il y a d'autres acteurs qui ne vont pas cocher ça de cette façon et qui vont même se dire, je vais donner ces chiffres par classe d'actifs, comme vous le voyez sur la société B. Et enfin, il y a d'autres acteurs à laquelle j'aiderais bien le format, mais pas simple pour l'IA de le traduire, parce que dans un même tableau, ils ont mis plusieurs thèmes pour faire une bonne synthèse. Pour nous, ça nous paraît bien, justement, mais pour l'IA, eh ben, il y a encore du travail. Et donc l'option d'après, c'est de détecter. Pas forcément... alors, le plus simple, ce serait effectivement de détecter, d'enrichir le contexte ou de fine-tuner et de se dire, OK, je suis capable d'aller identifier ces différents éléments et l'année prochaine, il n'y a plus qu'à, je vais pouvoir l'embarquer. Ça peut être un travail de longue haleine, ou peut-être que nos IA et que nos GAFA vont s'améliorer et nous proposer des solutions en ce sens dans les prochains mois ou années. Ou sinon, tout simplement, c'est déjà rien de détecter. Attention, ne l'interprète pas en tant que tel, parce que, au fait, le narratif, là, il est plus complexe que tu ne le penses. Et là, tu travailles main dans la main avec l'analyse ESG pour avancer. Sur l'alignement, vas-y, Stan. Ouais, pardon. Sur l'alignement, donc on a posé la question à l'IA, voilà, en fonction de la classe, intéressant de dire qu'on peut, on peut aussi le faire par split de taille et par split de population. C'est quoi le taux d'alignement? Donc l'IA a craché le tableau que vous voyez ici. Et là, donc tout l'intérieur, vous avez donc les tailles, le nombre d'entreprises, le maximum, le minimum. Intéressant, tout à droite, l'IA a dit quand elle reconnaissait qu'elle n'avait pas trouvé l'information. Donc c'est assez intéressant d'avoir une IA qui ne vous bullshit pas nécessairement quelque chose, mais qui dit bah j'ai pas trouvé. C'est plutôt rassurant, parce que sinon ils arriveront toujours à vous trouver un chiffre. En revanche, il y a un point qui interpelle assez rapidement, c'est sur le maximum, vous voyez qu'il y a un 69% et un 49%. Aujourd'hui, donc là, c'est avec mon expertise, moi, d'analyste ESG, je sais que les taux d'alignement, ils sont de l'ordre de 2-3%, ça dépasse jamais 10%. Donc, on est sur des assureurs, donc on est sur des gens qui ont des placements diversifiés. C'est pas possible d'avoir un taux d'alignement aussi élevé quand on est un assureur et que donc on est obligé d'être multisectoriel. Donc concrètement, ces taux-là, c'est sûr qu'ils sont faux. Ça, c'est ma conviction en tant qu'expert. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on est allé voir du coup dans les rapports pour voir pourquoi l'IA s'était plantée. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est que les rapports dont sont tirées ces erreurs-là, ce 69 et ce 49, ont repris en fait les tableaux réglementaires étendus, les ont publiés tels quels, et en fait, les libellés de certains champs sont assez peu explicites. C'est-à-dire vous mettez 3 fois en tant qu'humain à lire le champ avant de comprendre ce qu'il veut dire. Et en fait, 69 et 49%, c'était le taux de couverture de l'indicateur. C'est-à-dire qu'en gros, ils calculent l'alignement sur 69% des actifs seulement, parce que sous-entendu, il y a des entreprises qui ne sont pas européennes, donc pas soumises à la taxonomie, sur lesquelles il n'y a pas d'information. Donc en fait, ça, ce sont les taux de couverture, ce ne sont pas les taux d'alignement. Et l'IA n'a pas été capable de le détecter parce que le wording, honnêtement, n'était pas très clair. Donc typiquement, c'est un exemple où il faudra faire une interaction supplémentaire avec l'IA pour dire contextuellement, attention quand tu es dans cette situation-là, ce libellé-là, ce n'est pas l'info qu'on te demande. Donc voilà, ça donne qu'il y a quand même une marge de progression et qu'il faut toujours avoir un regard expert sur le sujet. Comme on n'a plus trop de temps, André, on peut passer peut-être Yes. aux conclusions. C'est comme tu veux, hein, mais je me dis, c'est peut-être... Si tu as une phrase à dire sur cette slide. Disons que justement dans l'engagement actionnarial, on a beaucoup de choses qu'on peut faire auprès des entreprises pour piloter justement les risques ESG. Ça peut être du dialogue direct avec l'entreprise, ça peut être réactif quand il se passe quelque chose, ça peut être sur des thématiques précises, ça peut être collaboratif avec d'autres investisseurs sur une thématique précise, ça peut être à travers la politique de vote. Quand il s'agit d'actifs cotés, pour le coup, ou ça peut être avec la signature de tribunes, campagne de lobbying assez importante sur des thématiques précises qu'on peut voir dans le slide suivant, justement. Ça peut être des thématiques environnementales qui concernent les droits humains, la gouvernance, la transition énergétique. On voit de plus en plus des choses liées à la biodiversité, mais on a des thèmes qui restent encore très peu évoqués, l'économie circulaire notamment, la déforestation, même si là... Il y a un règlement qui fait beaucoup de bruit au niveau européen, le stress hydrique et tout ce qui est neutralité carbone, justement. Alors, on passe vite. Je vous montre rapidement l'état du projet. Donc, on est encore en train de travailler sur le sujet. Et clairement, ce qu'on est convaincu aujourd'hui, c'est qu'on arrive à extraire, on arrive à enlever l'hallucination. La next step, c'est mettre un agent de contrôle et de dire, OK, maintenant que j'ai fait l'extraction, quand tu n'es pas confiant sur cette réponse, que tu l'alertes, et c'est là le vrai frein, enfin le vrai atout de l'IA, et de se dire que tout cet aspect chronophage
que peuvent avoir les analystes ESG ou les actuaires sur certaines de ces actions au quotidien, eh bien là, on va pouvoir faire confiance à l'IA parce que c'est une tâche simple, chronophage, où on peut mettre un contrôle. Le contrôle, ça peut être une autre IA, ou aussi de se dire, quand la tâche est complexe, eh bien, on ne s'en rend pas compte parce que pour nous, on est devenu fluent, mais si on découpe notre tâche, si on descend suffisamment de manière granulaire, et si on fait une expression de besoin derrière là-dessus, eh bien, on peut demander à l'IA de faire ces petites tâches, au fait, tout simplement. Donc parfois, un problème qui vous paraît complexe, c'est que l'IA vous répond de mauvaises réponses. Essayez de le découper et vous verrez que, peut-être pas sur tout le processus, mais sur une partie du processus, vous allez gagner du temps. Et pour conclure, la question que moi j'ai d'abord pour Stanislas et Enrika, c'est est-ce que vous pensez qu'il y a un intérêt certain d'utiliser les LLM aujourd'hui ou demain ? Oui. Oui, clairement, et justement, ça réduit le travail de l'analyste ESG, le travail chronophage. En revanche, sur le côté, c'est ce qu'on a vu avec la taxonomie, il faut faire très attention, mais il faut maîtriser aussi justement les sujets dont on s'occupe. C'est-à-dire, si on connaît bien la taxonomie, si on connaît comment ça marche, et si on connaît un peu les pourcentages, on voit un 60%, on se dit... c'est un peu impressionnant, justement. Soit on parle de private equity ou de VC sur des choses très spécifiques ou ENR, soit sur un assureur, sur un portefeuille d'assurance vie, par exemple, c'est presque impossible. Donc, il faudra toujours, derrière, avoir un analyste ESG qui maîtrise justement ces sujets pour readresser justement la question d'une manière différente ou pour recorriger derrière. Je ne sais pas si Stan, tu veux ajouter quelque chose là-dessus ? Rapidement, non, je te rejoins complètement. Là, à ce stade, je pense que ce qui est important, c'est d'avoir donc des allers-retours. Peut-être, je pense qu'il y a de l'optimisation à faire dans le prompting, et c'est un sujet par lequel je suis personnellement assez mauvais, et je pense qu'on peut progresser. Après, si on passe tellement de temps à faire son prompting pour que l'IA crache le bon truc, peut-être qu'il y a une balance à trouver. Ce qui m'a le plus convaincu à ce jour, c'est vraiment quelque chose où j'ai pas une idée précise de ce que je veux faire, ou au contraire, j'ai juste un espèce de contrôle F intelligent à faire screener. Et là, l'IA est très très efficace et fait gagner beaucoup de temps parce que ça va me permettre de donner une première idée sur une problématique que je ne maîtrise pas beaucoup initialement. Et pour ma part, moi, ça m'a permis aussi de conforter et de m'améliorer sur la thématique ESG. Parce qu'au final, en posant les questions à l'IA, eh bien, je me forme aussi. Et bien sûr, avec la grande aide d'Enrika et de Stanislas. Mais clairement aussi, ce qu'on peut vous faire passer comme message, qu'on soit analyste ESG, que vous soyez actuaire ou quoi, votre travail est en train de se transformer, d'accord ? Et il est en train de se déplacer, d'accord ? Identifiez les éléments chronophages. Et j'étais pas dedans parce que j'ai pas dédié le sujet il y a encore un an, mais maintenant, il n'y a pas un jour où pour mon travail, je ne pose pas 2 à 3 questions à l'IA. Et je gagne 15 minutes, une demi-heure par-ci, par-là. Et par contre, ce périmètre est constamment en train de changer. J'ai jeté un prototype il y a 6 mois, parce que la solution est déjà pérenne sur le marché. Et la plateforme que je vous présente là, j'ai dû revoir 50%, mais à juste titre, parce que ce que propose le marché est beaucoup plus sympathique et beaucoup plus rapide que ce que je pouvais développer moi à la main il y a 6 mois. Donc il faut aussi au fait avoir le moyen en fait, de surveiller le marché et de s'adapter. Et bien sûr, parce qu'on parle quand même de ESG, il faut quand même garder en tête qu'on est en train d'exploser notre empreinte carbone, à vouloir faire beaucoup sur l'IA. Donc quand même garder ça en tête. On a des réponses. Moi, je n'aurai pas les réponses à vous les donner, mais il faut quand même garder ces éléments en tête. Typiquement, on peut faire des petites tâches avec des petits modèles et pas forcément aller utiliser du chat GPT ou quoi. C'est déjà très très bien en ça. Et pas que sur le climat, et juste pour terminer, désolé, pas que sur le climat, mais au niveau social et au niveau gouvernance aussi. Étant donné que le travail se transforme et se déplace, vous allez être concerné. Et prenez le virage maintenant et posez-vous les bonnes questions. Voilà. Merci.